Quel récit partagé, quelle histoire commune entre le Congo et la Belgique, entre l'Afrique et l'Europe. Originaire du RDC, de la RDC, fondateur des studios Kabako, notre invité creuse et explore la même question depuis 20 ans, avec sa voix, avec son corps et celui de ses danseurs. Avec cette pièce Statue of Loss présentée au Panthéon, il revient un siècle en arrière, aux corps mobilisés, aux corps armés, violentés, transpercés de la Grande Guerre. Bonjour Faustin Ligné-Coula. Bonjour. Pierre Mbimba, Jacques Bondo, Jules Moquet, Joseph Grevin, Paul Panda Farnana, Honoré Fataki. La nation reconnaissante. Extrait de votre pièce Statue of Loss, Faustin Ligné-Coula. Il y a tellement de morts célèbres au Panthéon. Comment faire entendre le nom de ces anonymes qu'on vous entend égrener dans cet extrait? C'est peut-être pour ça que cette statue, c'est une statue éphémère, une statue qui n'existe que le temps de la représentation. On ne se fait pas d'illusions en allant au Panthéon avec ce projet. C'est pas que après nous, les noms d'Albert Koudjabo, Paul Panda Farnana et leurs compagnons vont être gravés dans la pierre là-bas. Mais comment rentrer et comment juste dire, le temps d'une représentation, que cette histoire européenne, cette histoire de la France, de la Belgique, nous sommes aussi des acteurs de cette histoire, nous, issus des colonies et des anciennes colonies, et que cette histoire-là, nous sommes liés finalement pour toujours, qu'on le veuille ou pas, qu'on accepte de la regarder ou pas. Donc c'est un geste fragile et éphémère. Juste oui, nous sommes là, c'est tout. Et c'est un monument dans le monument, ce monument éphémère, en mouvement, que vous avez imaginé à la mémoire des combattants congolais de la Première Guerre mondiale. Ces noms, ils sont aujourd'hui écrits nulle part, ils ont été perdus, ils se sont perdus peut-être dans la brume des champs de bataille. Justement, quand on s'intéresse à l'histoire de nos pays, de la période juste après le début de la colonisation, voilà, très souvent, nous sommes réduits à des statistiques. Et arriver à juste donner un nom, un visage à cette histoire, je me dis que c'est peut-être ça ma seule mission finalement, si je peux parler ainsi. Et il se trouve que de tous les Congolais mobilisés pendant cette première guerre mondiale, parce que la guerre, elle a eu lieu aussi sur le continent africain, parce que l'Allemagne avait des colonies sur le continent, et dans le Tanganyika par exemple, c'est l'actuelle Tanzanie. Le Tanganyika, c'était une colonie allemande. Les Belges ont mobilisé des Congolais pour aller combattre en Tanganyika. Et en tout, entre les soldats, les porteurs, les cuisiniers, beaucoup de femmes qui ont été recrutées comme objets sexuels et tout, il y a eu plus de 250 000 Congolais directement mobilisés dans les combats. On sait qu'il y a eu 29 000 hommes qui ont perdu la vie. Mais tout ça, si je raconte ça, ce ne sont que des chiffres. Mais il y en a eu 32 qui ont combattu en Belgique. Et eux, du coup, puisque c'était déjà dans un système où on sait écrire les noms des gens, leurs noms sont connus. Et donc, finalement, ça donne au spectacle cette dimension plus personnelle, juste pouvoir dire ces noms. C'est comme si je donnais un visage, un visage, un nom à cette histoire. Et c'est un ballet pour l'histoire, tel que vous l'avez aussi conçu, imaginé. On va écouter les mots d'un écrivain, David Diop. Il est l'auteur de Frères d'âme. Ce livre et son auteur viennent d'obtenir le Booker Prize international et on en est très fiers ici. Il sera lu par Omar Sy à Avignon dans le cadre des fictions de France Culture cet été.
David Diop, il raconte qu'il a construit son roman autour de cette même thématique, hein, celle de Statue of Loss, votre pièce-ballet, Faustin Ligné-Coula, la mémoire des combattants africains tombés pendant la Première Guerre mondiale. Et autour de la grande table, il nous racontait, David Diop, il expliquait, il revenait sur cette rencontre, celle des soldats africains avec l'Europe en guerre. On l'écoute. Je lis dans des textes comme ceux, par exemple, d'Amadou Hampâté-Bâ, qui dit d'une part qu'il y a toute une classe d'âge, alors il parle du Mali, hein, de certaines zones du Mali, qui a beaucoup fourni en tirailleurs sénégalais, qui est parti et qui n'a pas pu transmettre des savoirs aux générations suivantes. Mais ceux qui sont revenus avec un autre regard sur la mère patrie, sur la France. Ils ont vu des camarades, soldats qui pleuraient, qui avaient peur, qui, comme eux, partageaient les mêmes souffrances, avec lesquels ils ont fraternisé. Et donc, le regard, si vous voulez, un peu mythique qu'on pouvait avoir de la France, de la métropole, eh bien, il a commencé, je pense, à s'effriter un peu, justement parce que ces tirailleurs sont venus et ont vu. J'imagine, et ça je l'ai lu en fait, et ça m'a vraiment frappé, dans certains passages de La main coupée de Blaise Cendrars, où on imagine des soldats voûtés, qui sont tout le temps repliés sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur de ces balles qui peuvent les atteindre. Et la guerre modèle les corps. La guerre modèle les corps, nous dit David Diop. Ils sont venus et ils ont vu. Est-ce que vous pensez, Faustin Ligné-Coula, que tout ce qu'ils ont vu, leur corps l'a mémorisé, que le corps garde la mémoire des événements? Oui. Et d'autant plus que... Déjà, notre histoire a commencé à s'écrire seulement il y a 200 ans, mais je dis s'écrire, mais littéralement, parce que dans l'Afrique, ou dans mon Afrique pré-coloniale, les gens avaient développé d'autres manières de transmettre l'histoire. Et toutes ces manières-là ont été interrompues avec la colonisation, qui a imposé une seule forme d'archive, l'archive écrite. Et cette archive-là ne remonte pas à plus de 200 ans. On ne peut pas comprendre l'évolution d'un peuple en un temps aussi court. Être danseur, pour moi, ça devient une manière de m'interroger sur ce corps. Parce que voilà, le corps, il est forcément ancien, même le corps d'un bébé. Parce que génétiquement, on peut connecter ce corps à celui de ceux d'il y a plusieurs générations. Est-ce que danser pourrait être une manière d'interroger le corps qui a gardé la mémoire? Le problème, c'est notre capacité à entendre ce langage. Et je ne sais pas si on ne pourra jamais arriver à déchiffrer ce langage si le corps se met à parler, mais au moins le mobiliser, parce que oui, je crois vraiment que le corps garde cette mémoire. Il faut libérer cette parole et trouver la manière de le faire, en tout cas aujourd'hui. Vous avez dit, évoqué le mot de transmission. Faustin Ligné-Coula, il est vraiment au cœur du travail de Germaine Acogny. Cette idée de transmission, grande dame de la danse, je vous le disais, la franco-sénégalaise vient d'obtenir un lion d'or de la danse qui lui a été décerné cette année à la Biennale de Venise. Elle a dernièrement continué à danser en solo avec à un endroit du début ou pour cette pièce qui a été créée, repensée pour elle par Olivier Dubois, Mon élu noir, le Sacre 2 qui a suivi le 1 avec nous, Germaine Acogny. Bonjour Germaine Acogny. Bonjour. Merci beaucoup d'être là virtuellement à nos côtés. Vous vous connaissez tous les deux, Faustin Ligné-Coula, Germaine Acogny? Ah oui, bonjour Germaine. Bonjour Faustin, je connais Faustin, je suis très heureux de son évolution puisque j'étais la directrice des rencontres pour Afrique en création et il a eu le 3e prix au moment où j'étais la directrice. Et j'ai vu son évolution et je lui avais dit qu'il fallait qu'il retourne dans son pays parce que quand on apprend quelque chose, il faut repartir pour transmettre. Et il l'a fait. Et voilà, je le vois aujourd'hui au Panthéon, j'en suis très fière et très heureuse aussi pour la chorégraphie africaine.
Merci, Germaine. Ce que vous avez fait tous les deux d'ailleurs, hein, partir pour mieux revenir. Hein. Vous, Germaine Acogny aussi, vous avez dansé à Paris, à New York. Vous êtes aujourd'hui au Sénégal avec nous, connectés. Vous avez 30 ans d'écart tous les deux, l'un et l'autre, mais vous avez une histoire partagée. En tout cas, c'est ce que voudrait aussi Faustin Lignécoula, c'est que cette histoire, on la partage tous ensemble, entre l'Europe et l'Afrique. Vous avez raconté, Germaine Acogny, ce grand-père tirailleur, mort aussi pendant la guerre de 14-18, et que vous n'avez... ce grand-oncle, tirailleur, Oui. et oui, disparu pendant la guerre de 14-18, et que vous n'avez jamais revu. Cette histoire-là qui travaille et qui alimente, nourrit aussi les créations de Faustin Lignécoula. Cette histoire, il est important de la danser pour vous aujourd'hui. Il est important de la danser parce que c'est une forme qui permet de raconter. Écoutez, les écailles de la mémoire, je pense que c'est important que cette histoire soit reconnue et que nous la partagions. Nous avons un destin commun avec la France qui n'a pas toujours reconnu ce que les tirailleurs, on a dit tirailleurs sénégalais, mais il y a de toutes les couleurs, du Maghreb jusqu'au Congo, jusqu'au Sénégal, jusqu'au Mali. Et donc, cette souffrance qui est sortie de là et que nous ne pouvons pas oublier, mais qu'avec le pardon, on le transforme avec nos corps, parce que le corps ne ment pas. Et ce corps dialogue, est un dialogue permanent, presque silencieux, mais qui frappe les gens au plus profond de leur être, suivant leur culture, suivant la disposition où ils sont au moment. Mais je pense que le corps est quelque chose d'extraordinaire et les gens ont peur, nos gouvernants ont peur du corps parce qu'ils ne nous encouragent pas. C'est la danse qui est le moins soutenue, mais nous continuons, nous ne lâchons rien et nous ne lâcherons rien. Et pourtant, la danse peut tenir des discours, en tout cas avoir des mots que les gouvernements, eux, ne savent pas porter. Elle peut aussi réunir. Hein. Quand la politique et l'histoire s'invitent sur scène, vous travaillez, vous, aujourd'hui, Faustin Lignécoula, avec toute une génération de danseurs, de metteurs en scène, qui, comme vous, veut comprendre, hein, qui veut aller plus loin encore peut-être que ses aînés. Et c'est le cas de votre collaboration avec le Suisse, Milo Rao, après la reprise Histoire du théâtre, présentée l'an dernier au Festival d'Avignon. Il a souhaité que vous ayez voix au chapitre du deuxième volet de cette Histoire du théâtre. À son invitation, vous vous êtes tourné vers vos souvenirs d'enfance, la famille, mais aussi la première pièce du ballet national du Zaïre sous Mobutu. On écoute un extrait d'Histoire du théâtre avec vous. Je suis un acteur exotique et je suis à vendre. Tout mon corps est à vendre. Rien n'est sacré. Tout le monde a un prix. Mon père, mon papa, ne pouvait pas ne pas avoir payé pour moi les frais scolaires. Il travaillait quand même à la présidence. Tous les jours, il côtoyait le guide. Depuis quand mon père était-il devenu incapable? Depuis quand le pays était-il devenu fragile? Dans cette pièce, vous êtes, Faustin Lignécoula, à la croisée de la danse et du théâtre, et ça raconte aussi quelque chose de vous, de vos débuts. Quand avez-vous commencé à danser ? C'est une question qui est très difficile. Tout au plus, je peux parler de mes premiers souvenirs de danse. Parce que là, voir le ballet national du Zaïre dans les années 80 à la télévision zaïroise en noir et blanc, ça c'était mon premier souvenir de spectacle.
Mais mes premiers souvenirs de danse, c'était dans un village au sud de Kisangani, au nord-est de la RDC, un village où j'ai vécu jusqu'à 8 ans. Et dans ce village-là, j'ai vu beaucoup de danses. Mais celles qui m'ont obsédé pendant très très longtemps, c'était les danses auxquelles je n'avais pas accès, les danses qui se passaient dans la nuit et qui étaient interdites aux enfants. Ces danses que j'ai seulement entendues dans la nuit de ce village, dans la nuit d'Obilo. Je pense qu'elles sont vraiment là. Mes premiers souvenirs des danses, et peut-être, probablement, c'est là que j'ai dansé. Germaine Acogny, pour vous aussi, c'est une question impossible. Hein. Quand avez-vous commencé à danser? Vous avez toujours dansé? Mais quand j'étais petite fille, comme toutes les petites filles africaines ou sénégalaises, je dansais, mais on m'appelait la folle parce que je voyais les arbres danser, je voyais l'escargot par exemple, et je disais, allez, nous allons danser comme un arbre. Et disait, bon, qui, Daphne, la folle? On m'appelait la folle parce que je voyais, je dansais d'une façon un peu spéciale, mais ils venaient toujours chercher la folle pour essayer de l'imiter. Donc, cette idée de danse dans le corps, cette idée de transmission m'a toujours suivie, puisque maintenant, comme je dis, après plusieurs expériences de Mudra Afrique qui a été créée par Maurice Béjart et le président Senghor, cette fermeture après, et pour moi, bien sûr, nous dansons, mais la danse, on apprend à danser, on n'a pas la danse dans le sang, on n'a pas la musique dans le sang, n'est-ce pas? Et donc, cette idée m'a toujours poursuivie. C'est pour cela qu'avec mon mari Helmut Vogt, qui est allemand, vous savez, donc les couleurs se mélangent et c'est suivant la culture, le respect de la culture de l'un et l'autre, nous sommes arrivés à créer l'école des sables dans un petit village de pêcheurs en face d'une lagune et des collines parsemées de baobabs. Et c'est un vrai village de la danse où se rencontrent pour la formation et les échanges des danseurs de toute l'Afrique, francophones, lusophones, anglophones, pour échanger. Et même, comme je dis, les politiques n'ont pas encore réussi à réunir l'Afrique. Mais nous avons réussi à réunir par la danse toute l'Afrique et même le monde, puisque nous invitons des danseurs du monde entier, des 5 continents, pour échanger avec nous. Et c'est vraiment un véritable échange, un dialogue des cultures. Et ça me tient beaucoup à cœur, la transmission, pour que, par la danse, nous arrivons à avoir la paix. C'était le dessinateur Edmond Baudouin qui nous disait cette semaine aussi, comme vous, Germaine Acogny, qu'il voit les arbres danser. Et c'est peut-être pas dans le sang que ça se trouve, mais dans le regard, en fait, de voir tout autour de soi les autres formes du vivant se mettre, comme nous, comme nos corps, à danser. Quels sont à vous, vos professeurs, Faustin Ligné-Coula, ceux qui vous ont guidé, ceux qui vous ont influencé? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Parce que la danse, ça s'apprend, hein, comme le rappelait à l'instant Germaine Acogny. Et finalement, mes professeurs n'ont pas été d'abord des danseurs. Je suis arrivé à la danse d'abord par les mots. La poésie d'Aimé Césaire, son cahier d'un retour au pays natal, que je relis encore aujourd'hui, tout le temps, on pourrait dire c'est le livre de chevet. Peut-être que c'est ça qui m'a appris à danser. Mais après, puisque la danse, justement, et c'est tellement juste, il y a des gens qui disent les Africains ont la danse dans le sang. Je dis, je ne sais pas, je connais plein d'Africains qui ne savent pas danser. Oui. J'ai dû apprendre à danser au fil des rencontres. Mais à chaque fois, il s'agissait pour moi de confronter ce que j'apprenais sur le mouvement à cette danse finalement impossible que propose la poésie de Césaire, par exemple. Et plus tard, c'était aussi la rencontre des écrits, parce que je n'ai jamais vu son travail, la rencontre des écrits de Tadeusz Kantor. Finalement, on pourrait dire qu'à chaque fois, il s'agit des corps qui essayent de se reconstituer. Moi, je suis d'une génération qui est arrivée après les déceptions suite aux indépendances. Donc, alors que cette première génération, forcément, Germaine, les autres, ils ont eu cette possibilité de rêver que c'était un grand départ. Ils nous ont été arrivés déjà à un moment où
ce départ commence à s'avérer beaucoup plus chaotique qu'on l'avait rêvé. Et donc, l'expérience finalement du continent, de mon pays, c'est une expérience d'un corps qui essaye de se reconstituer et qui ramasse tout ce qu'il y a autour. Et on essaie de faire avec. Finalement, c'est comme si j'habitais un tas de ruines. Et là-dedans, je cherche, qu'est-ce que je peux trouver. Il m'arrive parfois de tomber sur un rituel que m'ont transmis mes grands-mères. Parce que c'est ça qui est intéressant. Dans ma famille, les personnes qui m'ont transmis des choses des générations d'avant, c'était les femmes, mes grands-mères. Et ça, en ce moment-là, c'est ma danse. Et donc, ce sont là mes professeurs, finalement. Et vous avez eu vos modèles noirs. Germaine Acogny, justement, a dansé au musée d'Orsay, au cœur de cette exposition modèles noirs de Géricault à Matisse. Aimé Césaire, ces mots, vous les faites danser aussi, Germaine Acogny, dans Mon élu noir, le Sacre 2. Et je voulais qu'on évoque juste quand même cette pièce, ce Sacre du printemps, et vous avez, une très belle histoire avec ce ballet créé par Maurice Béjart en 59, repris ensuite par Pina Bausch en 75. Béjart, il voulait que vous dansiez le rôle de l'élu à l'époque et il est parti trop vite avant que vous puissiez aller au bout de ce projet. Écoutez ce qu'il disait Maurice Béjart à propos de la danse et notamment de la danse contemporaine en Afrique. Pour reprendre une phrase du président Senghor, lorsqu'il a vu le Sacre du printemps, il m'a dit « Maurice, si tu n'avais pas un peu de sang noir, tu n'aurais pas pu faire ce ballet. » Donc, et chaque fois qu'il revoyait ça au printemps, il me disait « c'est un ballet africain, c'est un ballet africain. » Donc c'était avant de connaître l'Afrique, de connaître quoi que ce soit, puisque le Sacre du printemps c'est 59, des Africains se sont reconnus dans le Sacre du printemps. Les mots de Maurice Béjart sur la musique de Stravinsky, puisqu'on évoque quand même le Sacre du printemps, recréé par Olivier Dubois. Pour vous, Germaine Acogny, quelle place a ce ballet dans votre, dans votre répertoire ? C'est extraordinaire parce que j'avais 35 ans quand j'avais proposé à Maurice une jeune femme pour faire l'élu. Il m'a dit non, ce sera toi l'élu. Et après, à 70 ans, quand Olivier Dubois vient me proposer d'être son élu noir, j'ai dit cette histoire me poursuit. Et c'était vraiment un pari. J'avais 70 ans et cette création qui est une performance assez extraordinaire, où je parle aussi, je crie, je dis toute la violence. Cet élu noir a été créé sur ma personnalité, sur l'indépendance, sur les mots qu'il fallait traduire. Et aussi cette musique forte de Stravinsky qui m'a donné beaucoup de mal et que j'ai écouté. Et il fallait dans ce spectacle dominer la musique. Donc, j'ai fait un deal avec Stravinsky. Avant, je lui ai offert de la vodka, j'ai fumé le cigare et du lait en lui disant « tu me laisses te dominer ». Et c'est extraordinaire. Et cette histoire aussi du sacre. Quand j'ai dansé le sacre à Bruxelles, le fils de Pina Bausch est venu me voir danser et il avait l'intention de transmettre le sacre de sa mère aux danseurs africains. Et c'est vrai que quand j'ai vu le sacre de Maurice, j'ai dit c'est africain. Et quand j'ai vu aussi le sacre de Pina Bausch, j'ai dit mais c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Et cette histoire me poursuit, le sacre du printemps. Et nous avons ici, après avoir fait les auditions au Burkina Faso, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, nous avons réuni 38 danseurs de 14 pays africains. Et le sacre du printemps de Pina Bausch a été transmis aux Africains au même niveau que les Européens. Et donc, je disais que nos danses traditionnelles et patrimoniales, c'est une merveilleuse éducation. Parce que sans connaître la danse classique, sans connaître les danses européennes, ils sont arrivés à s'adapter. Et je leur ai dit que
le mouvement, les sentiments, ce n'est pas dans le coup de pied, mais l'émotion, c'est dans le buste. Et les trémulations, les ondulations, les ondoiements sont totalement africains. Donc ce mythe qui appartient au monde nous appartient aussi. Et je suis très heureuse que ces danseurs africains sont au même niveau que les autres. Et nous sommes très heureux j'espère qu'après cette pandémie, nous aurons une tournée mondiale. Et comme dit le président Senghor, nous sommes les hommes de la danse dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Voilà, et pour Béjart, vous étiez Germaine Acogny, la relève. Hein, cette filiation, il l'a revendiquée. Du sang noir, lui a dit Senghor, Maurice Béjart, pour les artistes africains. Pour la danse africaine, c'était peut-être l'un des premiers à savoir raconter cette histoire partagée et l'avoir racontée avec vous, les danseurs aussi, qu'il avait repéré et fait danser aussi dans ses ballets. Voilà, vous êtes tous les deux, on le disait, à la tête maintenant d'une école, et cette transmission, il vous revient de vous en charger, de la prendre en main, de raconter cette histoire commune. Je précise juste à l'intention des auditeurs, parce que cette émission touche à sa fin, qu'à la Villette, une partie de la nouvelle génération sera présente avec Génération A autour du 20 juillet à Paris. Merci Germaine Acogny, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Avec plaisir. Merci Faustin Ligné-Coula. Merci mille fois. Et Panthéon, demain, après-demain, ici à Paris, on vous retrouvera pour cette pièce Statue of Loss.